Alors, on va commencer par le pèlerinage à Compostelle, qui est le chemin portugais, un chemin de beauté qui aura lieu du 6 au 19 mai 2023, 16 jours et 14 nuits, avec Sylvie Cahouette. Alors, Sylvie qui est présente avec nous aujourd'hui, elle a accompagné des voyages sur le sentier Capatacan. Vous en avez sûrement entendu parler, on l'a fait plusieurs fois pendant le temps où on a proposé plus de voyages au Québec. Et cette année, Sylvie est allée faire du repérage pour le chemin portugais. Donc, elle est partie ce printemps faire un beau voyage de repérage pour bien préparer le voyage qu'elle accompagnera au printemps prochain. Alors, sans plus tarder, Sylvie, je te laisse la parole pour présenter le bel itinéraire. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous présenter ce merveilleux pèlerinage qu'on va faire ensemble au mois de mai au Portugal. Donc, moi, je suis une passionnée du pèlerinage et des voyages en particulier. Au fait, j'ai deux passions dans la vie. C'est de traiter les gens. Je suis massothérapeute depuis 20 ans et de faire triper les gens. Donc, comme j'ai écrit, j'ai pris le cours de guide accompagnateur de voyage parce que j'amenais des gens en voyage, puis j'ai décidé d'en faire euh, un, un style de vie, euh, de, de, de travailler à vivre ma passion. Donc, je vis de mes passions. Donc, j'ai choisi le chemin Portugal au Portugal parce que j'ai fait plusieurs chemins. Puis celui du Portugal, c'est le plus accessible parce que c'est seulement 2 semaines. Puis on part du début, puis on arrive à Santiago. Tandis que les autres chemins, il faut le faire par section ou sinon le faire d'une traite, puis c'est minimum 3 semaines, un mois, voire 2 mois. Je l'ai fait le 2 mois et demi, puis c'est très long, mais c'est fantastique quand même. Donc, c'est court et c'est accessible parce qu'on ne traverse pas de chaînes montagneuses. C'est le long de la côte, donc c'est plus plat. Il y a quelques montées, mais pas tant que ça. Donc, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'être super habitué, mais il faut quand même avoir une préparation pour faire le chemin. Donc, pourquoi au mois de mai? Parce qu'au mois de mai, c'est la saison d'où ce que tout renaît, c'est les fleurs, il y a des fleurs à profusion. C'est, puis, en tout cas, c'est très, 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 très beau. Puis les vignes qui prennent vie, on traverse plusieurs vignes, vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer. Puis au mois de mai, il y a moins de touristes aussi que pendant l'été. Donc, on fait une moyenne de 20 kilomètres par jour. Puis, c'est à peu près ça. Donc, on part de Montréal le soir, on passe la nuit dans l'avion, on arrive à Porto. On arrive à Porto le matin, il y a un transfert qui se fait à l'hôtel. Puis, j'ai voyagé beaucoup en Europe, puis dans des pays d'où il y a un décalage horaire, puis j'ai trouvé un truc, c'est de tout de suite s'adapter à l'horaire de où ce qu'on s'en va. Donc, on arrive le matin, on s'en va pas se coucher parce que sinon, on va tout dérégler. Donc, on s'installe à l'hôtel, puis on visite la merveilleuse ville de Porto. C'est de toute beauté. Regardez, on peut marcher sur le pont, on peut traverser le pont puis prendre une photo comme ça, c'est vraiment beau. Puis, c'est ça. Donc, on se couche tôt à Porto, le soir à Porto, puis on repart, on part le matin, on, on traverse à Porto, on s'en va à Matosinhos, qui est, Matosinhos, c'est comme c'est un quartier de Porto. Ça fait partie
partie de Porto, mais c'est à la sortie de la ville de Porto. Donc, on se met à marcher à Matosinhos. Donc, c'est des passerelles, de bois, c'est des petits sentiers comme ça. C'est le long de la côte. C'est vraiment des passerelles en bois comme ça. C'est au son des vagues et des goélands. Puis, c'est très, très méditatif. On marche, puis tout ce qu'on entend, c'est la mer, nos pas sur le bois. C'est très méditatif. Donc, c'est ça. Il y a ça il y a un moment donné qu'on peut traverser, puis, aller à l'hôtel, à la plage. Donc, en tout cas, je vais continuer. Donc, on part de Matosinhos, on se rend à Villa do Conde, en traversant les passerelles. Donc, ça, c'est notre première journée de marche. Deuxième journée de marche, on part de Villa do Conde pour se rendre à Esposande. On va traverser des villages côtiers. On va rencontrer des églises, portugaises qui sont très, typiques portugais. Puis, on arrive à Esposande. On traverse, la ville de Parvo de Varzim et puis, jour, 3, on part de Villa de Esposande pour se rendre à Viana do Castelo. Cette journée-là, on marche sur une piste cyclable, puis, on traverse notre première forêt d'eucalyptus, qui est mon arbre préféré. Je suis massothérapeute, donc, l'eucalyptus, ça fait partie de ma vie. C'est un arbre extraordinaire, vous allez voir, les forêts, vous prenez des grandes respirations, c'est comme si ça fait un nettoyage à l'intérieur. Puis on traverse des petits ponts. Il y a un gros pont. Au fait, on traverse un pont à Viana do Castelo qui est fait par, le même qui a fait la tour Eiffel. Et puis on arrive à Viana do Castelo. Donc, le lendemain matin, jour 4 de marche, on on part, on suit des bordures, de mer, de bord de mer, des bordures, c'est des petits sentiers en ciment. C'est tellement beau. Ils ont beaucoup amélioré le chemin depuis ma première fois que je l'ai fait. Et puis, il y a des petits sentiers de gravier blanc, c'est de toute beauté. Et puis, on arrive à Villa Praia de Ancora. C'est là qu'il y a la passerelle de bois, puis on a le choix de continuer la passerelle de bois ou d'enlever nos bottes et de marcher sur la plage qu'on voit là. On marche sur la plage, puis on arrive à l'hôtel qui est sur le bord de la plage. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. On l'a fait, puis ça a été un gros coup de cœur. Donc, le lendemain, on est rendu à la 4e journée de marche. On part de, ça, on arrivait à Oia, Villa Praia de, non, on arrivait à Villa Praia de Ancora, désolée, c'est mélangeant. C'est toutes des petites villes côtières, une à côté de l'autre, là, c'est un petit peu mélangeant. Donc, c'est ça, on part de Villa Praia de Ancora le matin et on suit le bord de mer. C'est comme vous voyez là, c'est que la démarche sur le bord de la mer avec le son des vagues, c'est tellement de toute beauté. Donc, cette journée-là, on arrive à Oia. Oia, c'est un beau petit village aussi. Donc, le lendemain, on part, c'est des bords de route. Cette journée-là, on fait des bords de route. Mais on est toujours sur le bord de la mer. On traverse des beaux petits villages, portugais, des villages côtiers, de toute beauté. Quand on part de Oia, on longe, le bord de la route, on voit au loin un phare. C'est
là qu'on a été déjeuner, nous, on a été déjeuner là. On n'est pas rendu à Bayona encore. C'est vraiment beau, hem, de manger sur le bord avec le phare, ça fait des photos merveilleuses, vous allez voir. Et puis, on part, puis on continue, on traverse des petits villages, de bord de mer et puis on arrive à Bayona. Et puis on va passer la forteresse de Montréal. C'est Montéréal. Nous autres, on faisait des farces avec, Montréal, mais c'est le Montréal. Mon Montéréal. Donc le lendemain, on part de Bayona, on longe, le port de Bayona. Il y a pas la photo, mais il y a un bateau de pirates, j'espère qu'il va être encore là, c'est de toute beauté. C'est vraiment, on le voit pas sur la photo, mais non, ça c'est Vigo, mais on traverse Bayona, il y a c'est une ville portuaire aussi, pareil comme, Vigo. Donc, encore là, on suit, la plage, jusqu'à Vigo. On arrive à Vigo qui se trouve être la plus grande ville de l'Espagne. On est rendu en Espagne à ce moment-là et c'est la plus grande ville pas de l'Espagne, de la région qui se trouve être, je l'ai écrit, Vigo, c'est la plus grande de la Galice. On est en Galice, en Espagne. La Galice est, renommée pour ses Oreos. On va voir, plus loin une photo des Oreos. C'est d'où ce qui font sécher les grains. Puis il y en a partout, partout, partout. La Galice, c'est les montagnes, c'est les forêts d'eucalyptus, c'est les Oreos, c'est bord de mer extraordinaire. Donc, on arrive à Vigo. Le lendemain matin, on traverse Vigo, qui est une ville, mais on va se rendre au parc Sanda da Agua. Sanda da Agua, c'est un parc national comme ça, d'où ce que les gens de Vigo vont faire du jogging. On rencontrait beaucoup de personnes, des locaux qui font du jogging dans ce parc-là. C'est de toute beauté. Et puis, c'est ça, on traverse ce parc-là, encore des forêts d'eucalyptus, et puis on arrive à Redondola. Redondola, c'est un beau village, c'est vraiment de toute beauté. Puis on s'installe à l'auberge et le lendemain matin, on part de Redondola pour se rendre à Pontevedra. Cette journée-là, on a une petite montée à faire le matin. Vous allez voir, on n'a pas beaucoup de montées, mais ce matin-là, on fait des montées. Voilà les Oreos, comme vous voyez. Ici, il y en a plusieurs, mais habituellement, on en voit de temps en temps chez les fermiers. Et puis, c'est ça, on traverse un boisé, puis rendu en Espagne, on a les bornes qui nous montrent les kilométrages qu'il nous reste à faire. Donc, on voit on n'a pas de photo des bornes, ou peut-être, là, mais en tout cas, on va voir les bornes. Donc, pour se rendre à Pontevedra, on traverse le pont de Bermagna, qui est un pont, oui, le pont, c'est un pont romain. C'est très, très, très ancien. Comme vous pouvez voir sur le pont, les coquilles, parce que quand on est pèlerin, on a notre coquille Saint-Jacques. C'est très important. C'est notre identification comme pèlerin. Donc, on arrive à Pontevedra et puis le lendemain matin, on part, on traverse boisés et villages. C'est de toute beauté. Vous allez voir, il y a une montée aussi encore. Puis, on traverse un boisé avec une rivière. On entend la rivière et à un moment donné, on la traverse. Puis, comme vous voyez les vignes en Espagne, en Galice et au Portugal, les vignes se rejoignent. Le,
ça fait comme un canopy. Puis, quand ils ramassent le raisin, ils coupent et mettent dans leur sac. Comme ça, au lieu de se pencher, ils sont debout, puis ils coupent. C'est génial. Puis à un moment donné, on passe en dessous des vignes. Le chemin passe en dessous. C'est vraiment le fun. Et puis bon, c'est ça. Fait que là, cette journée-là, on part pour se rendre à Excraviture. On va traverser, on passe à côté d'une petite école. Puis, si c'est une journée d'école, vous allez voir que, le le professeur donne des coquilles que les élèves ont fait, comme des colliers en coquilles. Vous allez voir une des dernières photos avec nos coquilles. Les élèves, ont comme projet de faire ces coquilles-là, de les donner aux pèlerins, puis les pèlerins rendus chez eux prennent une photo de leurs coquilles partout dans le monde. Puis ils ont un album photo de pèlerins. Donc, si on est chanceux, puis c'est une journée d'école, on va probablement avoir une coquille. Donc, cette journée-là, c'est la dernière journée de marche pour arriver à Santiago. On part à Caldas de Reis. Oui, on arrive à Caldas de Reis, qui est mon coup de cœur d'auberge. Vous allez voir, on est dans une auberge qui est typique du chemin. La, la, la propriétaire nous accueille, euh, nous fait visiter la place. C'est vraiment, vraiment beau comme auberge. Puis Caldas de Reis, comme vous voyez la rivière, c'est tellement un beau village, vraiment, vraiment un beau village. Donc, le lendemain matin, c'est notre dernière journée. Avant-dernière journée de marche, on se rend à Escraviture, qui est la même chose. On traverse des villages, on traverse Padrón, qui est la ville d'où ce que l'apôtre Saint Jacques est arrivé. Donc, on peut aller visiter dans l'église, aller voir d'où ce que ils ont gardé l'espèce de borne d'où ils ont accroché la barque avec le corps de Saint Jacques. Donc, Padrón, c'est renommé pour ça. C'est la ville d'où que le corps de Saint Jacques est arrivé, puis ils l'ont transporté jusqu'à Santiago. Puis, quand on arrive à Santiago, cette journée-là, c'est notre dernière journée de marche. On arrive à Santiago. C'est une petite journée. J'ai fait exprès pour que d'Excraviture à Santiago, c'est très court, pour donner plus de temps pour aller visiter Santiago, aller chercher notre Compostela. La Compostela, c'est notre diplôme de pèlerin, notre attestation comme quoi qu'on a marché le chemin portugais avec le nombre de kilométrage. Puis, on va chercher ça, c'est précieux, c'est gratuit. Puis, on visite Santiago avec l'ambiance sur le parvis de la cathédrale. C'est là d'où ce que les pèlerins arrivent. Vous expliquez l'énergie, puis l'émotion qu'il y a à cette place-là. Il faut le vivre pour le comprendre. C'était ma 3e fois que j'arrivais à Santiago au mois de mai quand j'ai fait mon voyage. Puis, j'ai pleuré encore. L'émotion est tellement palpable. C'est un accomplissement extraordinaire de marcher ça à tous les jours. C'est un accomplissement journalier. Puis quand on arrive là, c'est le summum de l'accomplissement. Puis, c'est un parvis un parvis rempli de beauté humaine. En tout cas, vous allez voir, vous allez voir. Il faut le voir pour vraiment le ressentir. Donc, à Santiago, c'est ça. On va chercher la Compostela. Puis, si on est chanceux, on va assister au Botafumero.
Ça, c'est un encensoir immense qui est dans le milieu de la cathédrale. Ils balancent l'encensoir parce qu'anciennement, v'là 1000 ans, ça fait 1000 ans que les gens marchent les chemins de Compostelle, qu'il y a plusieurs chemins, c'est pas juste un chemin, il y a des chemins qui partent de tous les pays de l'Europe pour se rendre à Santiago. Puis, les pèlerins, anciennement, quand ils arrivaient, ils ne prenaient pas une douche à tous les jours, donc ça sentait beaucoup. Ils faisaient l'encensoir pour camoufler les odeurs des pèlerins, puis en même temps, l'encens purifie. Donc, mais c'est un spectacle extraordinaire avec les chants de la chorale. Je l'espère du fond du cœur que moi, je l'ai vécu 2 fois sur 3. Mais c'est une chance parce que c'est pas à tous les jours qu'il y a ça. Puis, j'ai choisi aussi qu'on a au séminaire. Ça, c'est les coquilles où ce l'école que je vous parlais. Pour revenir à Santiago, j'ai choisi le séminaire avec des chambres individuelles pour que quand vous arrivez dans votre chambre, contrairement aux autres, que c'est des dortoirs, c'est le souper de pèlerin, puis c'est très convivial. À ce moment-là, c'est comme faire une introspection de notre chemin, puis avoir un moment seul avec nous-mêmes. Je trouve que c'est important pour clore la, la- le pèlerinage. Puis, on va aussi avoir notre dernier repas de pèlerins ensemble dans un restaurant de Santiago, de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, après, on se lève le matin, on part de Santiago, puis on a un transfert vers Porto. On retourne dans la belle ville de Porto. Puis on va avoir du temps pour visiter la ville parce qu'on reprend l'avion que le lendemain. Donc, cette journée-là, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues à Porto, on peut y aller ou on se repose tout simplement dans une... C'est plein de terrasses, il y a une ambiance extraordinaire à Porto. C'est tellement beau. Puis s'il y en a qui n'ont pas eu la chance de traverser le pont, à ce moment-là, ils peuvent le faire. Puis après ça, on revient. Donc, journée typique de pèlerin, c'est qu'on se lève tôt le matin, soit qu'on se mette à marcher tout de suite, puis qu'on déjeune en chemin, ou on déjeune, on part. On se prend un repas dans un marché, à une épicerie, on achète ce qu'il faut, puis on a des pique-niques sur la plage ou pique-niques dans les petits villages. Puis, on arrive à l'auberge, on lave nos vêtements, on prend une douche, puis on a notre repas de pèlerin ensemble, puis on fait un retour, un peu comme un bâton de parole, un cercle de parole. On fait un retour sur notre journée, les, les, notre moment préféré de la journée ou notre petit moment difficile, ou on fait notre partage en pèlerin, c'est notre souper de pèlerin. Après, on se couche tôt et on repart le lendemain. Donc, ça, c'était une journée typique de pèlerin. Puis, ce qui est très important pour, si vous vous inscrivez pour faire ce merveilleux pèlerinage, c'est une préparation technique, préparation aussi mentale et spirituelle. C'est des moments de silence, donc il faut s'attendre à ce que des grands bouts, on soit en silence. Puis, c'est de la marche à tous les jours. Il ne faut pas sous-estimer la marche. Puis, si vous prenez des marches à tous les jours d'1 heure ou 2 heures, ce n'est pas nécessairement un entraînement physique pour ça. Je vous conseille de faire un bon 15-20 kilomètres, 2-3 jours de suite, une fin de semaine, dire, bon, ben là, on fait des 20 kilomètres pour se préparer. On va avoir des rencontres de préparation. Je pense que c'est 2 rencontres
de préparation, d'où ce que je vais vous donner des conseils sur quoi mettre dans votre sac. Je fais partie de l'association du Québec à Compostelle. Ça, il y en a plusieurs régions ont leur bureau ou peu importe. Vous avez Québec à Compostelle, il y a Montréal, Outaouais, Montérégie, Québec. Donc, vous pouvez vous joindre à ça puis avoir votre Compostela qui est le passeport de pèlerin. Puis, ils ont des marches de préparation qui est vraiment très important. Puis, on va aussi se faire une marche entre nous. Ceux qui vont partir pour le voyage, on va marcher entre nous pour se préparer, puis se présenter, puis former notre petit groupe de pèlerins ensemble. Et puis, ben, c'est ça. Puis je vous invite, je vais donner mon courriel. Vous allez avoir mon courriel, mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, si vous avez des questions par rapport aux sacs, aux bâtons, aux bottes, heu, ça va me faire plaisir. Puis, je veux aussi vous rassurer que je suis massothérapeute, puis j'ai une formation d'infirmière auxiliaire, donc ça m'est arrivé sur les chemins de masser les pèlerins, puis de traiter des petits bobos. Donc, je veux juste vous rassurer, qu'il y a ça de disponible. Puis, ça va me faire plaisir, ça fait partie de ma passion. Donc, je vous laisse. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, Anne, Tout est mais parfait. Merci beaucoup, Sylvie. donc, Je vais pouvoir vous parler maintenant un petit peu plus de la partie technique. Donc, après avoir rêvé avec les beaux paysages, on va passer à la partie plus technique du voyage. Alors, concernant les prix, donc en ce moment, il y a un rabais Réservéto qui est en cours. C'est un rabais de 100 $ et c'est pour les personnes qui s'inscrivent avant le 4 janvier 2023, donc qui s'en vient quand même assez vite. Alors c'est ça, si vous réservez votre place avant le 4 janvier, vous bénéficiez d'un rabais de 100 $ et vous payez le prix de 2 899 $ par personne en occupation double. À partir de après le 4 janvier, nous passerons au prix régulier qui est 2 999 $ par personne, également en occupation double. Si vous souhaitez vous mettre en chambre individuelle uniquement pour les 4 nuits qui sont dans des hôtels, il y aura un supplément de 200 $ à payer. Et c'est selon la disponibilité, donc c'est en quantité limitée. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous inviterai à, à réserver le plus tôt possible parce que comme la quantité est limitée, ces places-là peuvent partir assez rapidement, les places en chambre individuelle pour les 4 nuits en hôtel. Et pour les personnes qui veulent éviter de payer ce supplément, qui vont participer seules à ce voyage, c'est-à-dire sans leur conjoint ou leur ami, sachez que nous, on offre un service de jumelage pour les personnes du groupe. Donc, on essaie de vous jumeler avec une personne du même sexe et d'à peu près de la même tranche d'âge que vous, pour que vous puissiez payer le prêt en occupation double et puis être jumelé avec quelqu'un du groupe. Ce que le forfait comprend, je fais juste une petite annotation pour vous indiquer qu'il y a une petite coquille ici. Le départ, c'est de Montréal à Porto. Donc, ça a été modifié sur notre site web. Alors, faites abstraction du Madrid, c'est Porto. Donc, ce qui est inclus dans le prix, donc c'est le vol aller-retour Montréal-Porto, puis Porto-Montréal, les 4 nuits en hôtel en catégorie budget, 10 nuits en refuge de pèlerins qui sont en fait du style plutôt de dortoir, 3 petits déjeuners, 3 soupers, tous les transferts en train, en bus de ville et en taxi. Les services de Sylvie Cahouette qui accompagne le voyage avec vous, ainsi que 2 rencontres préparatoires. Donc Sylvie l'avait mentionné, une rencontre pour se voir, marcher ensemble déjà une première fois avant le départ. Puis aussi donc dans les rencontres pré-départ, j'en profite pour faire une petite parenthèse dessus. C'est le moment où en fait, les personnes du groupe, donc environ
Environ 2 mois avant le départ, on écrira aux personnes qui sont inscrites. Il y a une rencontre pour pouvoir discuter de tout comment vous préparer pour votre départ. On va vous donner un document pré-départ aussi. Alors vous aurez, tout ce qu'il faut niveau, budget supplémentaire à prévoir, niveau, équipement à prévoir aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut amener dans votre valise et tout ça, on va tout vous donner, tous ces détails-là, les numéros des vols, qu'il faudra prendre à l'aéroport, tout comment ça va se passer, sera tout discuté pendant la rencontre, pré-départ avec les personnes inscrites, dans le groupe. Et donc ce qui est aussi inclus, dans le forfait, ce sont toutes les taxes. Donc, il n'y a pas de taxes supplémentaires, les taxes sont déjà incluses, dans le prix. Et ce que le forfait ne comprend pas, donc ce sont les repas qui sont non mentionnés au programme, donc qui sera à prévoir dans un budget, puis on vous indiquera les prix à prévoir dans la rencontre pré-départ, dans le document qu'on vous donnera. Les boissons ne sont pas incluses, les assurances voyage non plus. On encourage fortement nos clients à prendre des assurances voyage. Les pourboires et dépenses personnelles, bien sûr, ne sont pas inclus, ainsi que, la contribution, du fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, qui est le FICAV. Donc c'est juste, 3,50 $ par tranche, 2 000 $. Hem Ensuite, donc concernant, le processus d'inscription, alors, vous avez maximum jusqu'au 4 mars 2023 pour, vous inscrire. Donc il vous reste encore un peu de temps. Pour les inscriptions, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez faire de la façon la plus rapide, c'est sur notre site web directement, qui est écrit juste ici, www.spiritour.com. Vous allez sur, donc le voyage, à Compostelle, chemin portugais et puis vous suivez les instructions. C'est très simple à suivre pour s'inscrire, en ligne sur notre site web et puis si, vous n'êtes pas très à l'aise avec internet, il y a pas de problème, vous pouvez, remplir le formulaire, d'inscription. En fait, il est en format PDF sur notre site, donc vous pouvez l'imprimer, le remplir à la main et puis nous l'envoyer, par la poste. Il y a un premier dépôt de 750 $ à faire et ensuite la totalité, du reste du prix est à payer d'ici, le 4 mars 2023, donc d'ici la date limite d'inscription. Hem Concernant les assurances voyage, nous avons un partenaire qui est la Croix-Bleue, mais si vous avez des assurances déjà de votre côté, on vous invite à bien vérifier qu'est-ce qui est inclus et non inclus et si vous souhaitez prendre des assurances avec nous, vous pouvez souscrire au moment de votre inscription, on peut s'en occuper, avec vous. Concernant le nombre de participants, donc on aime ça garder nos groupes à échelle humaine. C'est une expérience vraiment qui se vit beaucoup en intériorité, donc on fait pas des gros groupes, à Compostelle, donc là, c'est minimum 7, maximum 14 personnes pour garder ça vraiment plus, comme un cocon, vraiment intime. C'est un voyage pour, se ressourcer, au cœur de soi aussi, puis de dépassement, personnel évidemment. Concernant la documentation requise, donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Espagne, doivent être en possession d'un passeport encore valide 3 mois après la date du retour prévu du voyage. Donc on va vous remettre cette information quand, si vous vous inscrivez au voyage dans le document, pré-départ, donc vous aurez toutes les détails qu'il faut et puis, pour de plus amples informations, on vous invite, d'abord et avant tout d'aller sur notre site web spiritour.com. Toutes les informations, tout l'itinéraire détaillé et toutes les informations techniques que je viens de vous nommer, ils se trouvent tous sur notre site web. Vous pouvez aussi, télécharger là-bas le programme, détaillé en PDF, du voyage. Donc si vous voulez le feuilleter à tête reposée, il y a pas de problème, vous allez sur, spiritour.com et vous trouverez, toutes les informations. Et sinon, si jamais, vous avez d'autres questions supplémentaires que vous ne trouvez pas, sur notre site web, vous pouvez contacter la coordonnatrice du voyage qui est Claire Calcina. Elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais elle est disponible donc aux heures de bureau. Alors, vous appelez le numéro de Spiritour et son numéro de poste à Claire, c'est le 207, ou bien sinon vous pouvez la contacter avec son adresse courriel. Puis, je précise aussi que ces coordonnées sont également disponibles sur la page du voyage à Compostelle chemin portugais directement sur notre site web, spiritour.com. Alors, nous sommes déjà rendus à la période de questions. Donc, si vous avez des questions pour nous, on peut, y répondre. Je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à nous écrire, c'est parfait. Alors, je vous reviens dans un instant pour vos questions. Donc, je vais expliquer, pour les personnes qui ne savent pas où poser leurs questions. Il y a 2 endroits. Quand vous bougez votre souris sur Zoom, en bas, il y a un petit bouton qui s'appelle «Discuter». Vous pouvez cliquer dessus, c'est le chat. Donc si vous écrivez là, je verrai vos questions, puis on y répondra. Sinon, il y a un autre
autre endroit où vous pouvez écrire vos questions, c'est la zone qui s'appelle Q&R. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà posé une question là, donc on va commencer avec la question, de Diane. Donc, pour avoir fait le chemin, des oratoires du Québec, je voudrais savoir si on peut marcher en solitaire, donc je vais laisser la question pour Sylvie. Oui, certainement. Euh, À chaque matin, quand on va partir, on fait un petit réchauffement, puis après, on marche à notre rythme. Si, on n'est pas obligé de rester en groupe tout le temps. S'il y en a qui marchent plus vite, ils arrivent juste à destination plus vite. Puis on n'est pas obligé de dîner tout ensemble, le pique-nique. S'il y en a qui veulent être en solitaire, c'est libre à chacun. C'est un chemin à la base qu'on fait avec soi-même. Vous êtes accompagné, mais si vous voulez marcher seul, il n'y a aucun problème. Puis ceux qui ont besoin d'être avec quelqu'un, ça me fait plaisir d'être là puis d'accompagner ceux qui ont besoin. Donc oui, c'est assez libre. Au Super. fait, j'avais oublié de mentionner une petite chose, Claire. Euh, J'aimerais vraiment beaucoup que, aussitôt que la personne est enregistrée, inscrite, d'avoir le contact, puis d'avoir un entretien en privé avec la personne. Parce que des fois, c'est des questions très, très personnelles. Puis aussi, c'est bon que je sache, la motivation de la personne pour pouvoir respecter la personne rendue là-bas. Donc c'est ça. Parfait. Merci Sylvie. Alors, il y a une autre question de Diane aussi qui est: si un imprévu survenait, y a-t-il une alternative de transport pour arriver à Santiago? C'est quelque chose qu'on pourrait toujours organiser. Donc, en fait, c'est ma collègue Claire Calcina qui pourrait vous répondre plus en détail sur comment est-ce que ça s'organiserait, vu que c'est elle qui est la coordonnatrice du voyage. Je sais qu'on pourrait évidemment s'arranger. Vous n'allez pas être abandonné dans la nature. Évidemment, vous inquiétez pas. Mais pour savoir comment le faire techniquement, dans ce cas-là, je vous invite de poser la question à Claire Calcina, donc à l'appeler au numéro de Spiritour et composer le numéro de poste 207. Ensuite, donc Christian demande: pouvez-vous redonner les dates du voyage? Oui, laissez-moi juste les 4 au revoir sous les yeux. Oui, vas-y Sylvie. Du 4 au 19 mai. 2023. Merci Sylvie. On a une autre question, c'est parfait. Aujourd'hui, les gens ont pas mal de questions. Donc, une personne qui nous dit: désolée, je suis arrivée un peu en retard. De quel voyage on parle exactement? Je n'arrive pas à le voir sur le site. Alors, on parle en ce moment du voyage à Compostelle, qui est le chemin portugais. En fait, on a deux voyages à Compostelle. Donc là, c'est le chemin portugais, celui-ci. Puis sur notre site web, donc le site c'est www.spiritour.com. De toute façon, lundi, nous allons vous envoyer l'enregistrement de chacune des présentations, d'aujourd'hui. Si vous avez manqué un bout, ne stressez surtout pas, c'est tout enregistré, puis on va vous envoyer ça pour que vous regardiez, vous revoyez les bouts que vous avez manqués, à votre rythme. Puis on vous enverra aussi le lien pour chacune des pages de chacun des voyages aussi, sur notre site web. Donc, vous allez manquer aucune info, pas de stress. On vous envoie ça lundi. Ensuite, Marie nous demande, donc j'ai manqué, tout le début, donc oui, référence à ce que je viens de dire juste avant aussi. Puis-je avoir le replay, s'il vous plaît? Donc c'est ça sera envoyé lundi, par courriel au courant de la journée. Manquer les dates Désolée, du c'est pas pèlerinage. parfait. Ah oui, il y a pas de souci. Et donc, les dates du pèlerinage, on vient de le rementionner. Donc, et puis de toute façon, on va aussi vous les renvoyer dans le courriel lundi. Vous aurez toutes les informations. Donc, merci Marie pour votre question. Waouh, on est vraiment beaucoup de, beaucoup de questions. C'est super. Parfois, les gens sont plus timides. Donc, je suis contente de voir qu'aujourd'hui, vous posiez vos questions. C'est merveilleux. Au Portugal, doit-on avoir notre dictionnaire portugais-français en poche? C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, Sylvie. Hem, s Au fait, il y a du Wi-Fi en Europe, ils appellent ça le Wi-Fi, il y a du Wi-Fi un peu partout. Donc, je vous conseille de prendre, d'avoir une application, de traduction au lieu de traîner un dictionnaire. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on apporte. Chaque chose, faut peser.
faut que notre sac soit le plus léger possible, donc pas tellement de livres, pas Mmh. tellement de liquide. Mais en tout cas, ça on va en parler dans la préparation technique, mais non. Puis, si vous comprenez l'espagnol un peu, le portugais ressemble quand même en écrit à l'espagnol, mais pas au son. Justement, Michel avait une deuxième question à ce sujet. Elle dit donc Sylvie parle espagnol, je crois, mais quelqu'un parle portugais, elle demandait. Heu, c'est assez la langue portugaise est assez, facile à lire, mais pas à parler ni à entendre. C'est comme si c'est des Russes qui lient l'espagnol. C'est tellement en tout cas, mais c'est le fun de les entendre parler, mais non, mais on peut se débrouiller quand même. Je me débrouille très bien en espagnol, puis un peu en portugais aussi. C'est ma troisième Mmh. fois au Portugal. Oui, c'est ça, tu y as été, puis sur place, ça a très bien été, tu as Oui, réussi à oui, oui. communiquer. Oui, oui, C'est oui. parfait, Oui, oui. super. Ensuite, il y a Sylvie qui demande pour l'entraînement, est-ce que l'on peut aussi se préparer en partie avec la marche sur tapis roulant? Oui, côté muscles, mais ça l'en si vous allez en montagne ou dans la nature, c'est la meilleure chose. Parce qu'en nature, vous avez faut pratiquer les pieds à marcher sur des terrains qui sont pas plats. C'est bien le tapis roulant, mais en nature, tu sais, les petites roches, les petits cailloux, puis on marche sur de tout. Ah, on marche sur de l'asphalte, du ciment, du gravier, du sable, de la terre, de rocailleux, beaucoup de, comment est-ce qu'ils appellent ça? Les petites pierres, là, c'est un peu comme un pavé uni, mais j ah, le mot m'échappe, mais en tout cas, macadam, le macadam, on marche beaucoup sur le macadam. Donc c'est de pratiquer la cheville à bouger. C'est Mmh. important aussi. Merci. Ensuite, on a 2 questions qui concernent les sacs à dos. Donc la première étant de Guylaine qui dit: «Juste pour avoir une idée, quelle est la taille approximative d'un sac à dos, que l'on traîne?» Merci. Oui, très bonne question. Hem, Mon sac, moi, il est 38 litres. Les sacs à dos, ça fonctionne au litre. Donc, je conseille entre 30 et 38. À plus que 38, plus il est grand, plus qu'on met de choses dedans. Puis, une bonne indication, c'est que le poids de votre sac devrait être environ 10 de votre poids. Donc, moi, je suis petite, vous allez voir, je suis vraiment une petite, personne. Donc, mon sac, il il oscille entre, 13 et 18 livres. Donc, il y a possibilité, mais je vais donner plein de trucs, à la préparation technique, pour, quoi mettre dans le sac. Mmh, parfait. De toute façon, ça ressemble un peu à la question qui arrivait de Annie, justement, donc la deuxième question sur le sac à dos qui est: «Pouvez-vous, nous parler en moyenne, plus pour le poids cette fois-ci, du sac à dos en général que l'on va avoir, besoin?» Et elle demande aussi si on devra, porter le sac à dos, tout le long. Oui. Par contre, s'il arrive quelque chose, que la personne un pèlerin ou une pèlerine ne peut pas porter le sac, il y a possibilité de faire livrer le sac. Il y a des services de livraison de sacs. Mais l'ayant vécu, parce que mon premier pèlerinage, j'ai eu une blessure, puis je ne pouvais Ah. pas porter mon sac. Je l'ai fait livrer, puis, on a hâte d'arriver pour retrouver notre sac. Mmh. Notre sac, ça devient comme un prolongement de soi-même. Donc, on ne se sent pas complète quand on n'a pas notre sac, mais oui, il y a possibilité. Mmh, un peu comme une petite carapace de tortue Oui, c'est ça! qu'on se On est qu'on comme a des avec, colimaçons, on traîne notre maison sur notre dos.
Ensuite, il y a Gisèle qui demande donc, les repas qui ne sont pas inclus, hem, c'est lors de séjours dans dortoir peut-être, je pense que vous avez voulu, écrire. Donc en fait, il faudrait vérifier dans l'itinéraire, jour par jour, parce qu'on avait noté que 3, hem, il y a environ 6 repas, qui sont inclus. Donc en fait, en général, vous pouvez aller manger à certains endroits, vous arrêter, tout au long, du chemin. Sylvie, je peux te laisser peut-être dire une note, dessus? Oui, oui, la plupart du temps, les déjeuners en Europe, c'est, pain et confiture. C'est vrai. Puis puis, si personnellement, en tout cas, moi, j'aime beaucoup manger des fruits, donc on peut s'arrêter puis se prendre des fruits pour notre déjeuner. Puis, les lunchs, les dîners, hem, ou les petits déjeuners, comment vous appelez ça? Les déjeuners en Europe, ce que nous, au Québec, on appelle les dîners, c'est des pique-niques la plupart du temps. On peut arrêter dans des restaurants. Si vous marchez seul puis vous êtes bien d'avance, vous pouvez aller dans un restaurant, mais l'ayant fait, ça nous prend beaucoup de temps de notre journée avec le service, puis bon. Puis c'est tellement le fun de pique-niquer sur le bord de la mer. Moi, c'est mes moments préférés de la journée. C'est de s'installer puis manger notre petit pique-nique, sur le bord de la mer. Fait qu'on Mmh. a on achète nos choses la veille ou le matin pour notre lunch. Puis les soupers, ben, c'est dans des restaurants à proximité des auberges ou des hôtels. Mmh. Merci Et Sylvie et puis encore on là, a c'est libre. Vous voulez manger seul, vous ouais. allez manger seul, mais ce qui est le fun, c'est de manger, en souper de pèlerin. Puis il y a certaines places qui offrent des menus de pèlerin. Mmh. Ils sont moins chers, puis c'est un repas complet. Mmh, c'est vrai que tout au long du chemin de Compostelle, les personnes qui habitent dans ces coins-là, ils ont l'habitude de voir des pèlerins venir, Oui, c'est ça. tout au long de l'année là, donc oui. Donc Michel demande donc dans les auberges on a plein de questions. Dans les auberges, la literie et les matelas sont-ils fournis, et les serviettes? C'est une question un peu plus pointue que je dirais que Claire Calcina, pourrait, vous y répondre. Donc, je vous invite à écrire à Claire, Claire Claire point Calcina, Calsina, @commercialspiritour.com. Elle pourrait vous répondre parce que c'est une question un peu plus pointue, que c'est vraiment la coordonnatrice, du voyage qui pourrait, mieux Mais vous je répondre. peux Oui, répondre si. aussi? Ah, vas-y Sylvie, Oui. oui. Hem, Au fait, la plupart du temps, dans les dortoirs, ils fournissent le drap, contour et un couvre-oreiller, la plupart du temps. Mais, si vous voulez, vous pouvez, peut-être pas un sac de couchage parce que c'est gros à transporter, puis il fait pas vraiment froid. Puis la plupart du temps, ils fournissent aussi une couverture. Mais ce que moi je fais, puis la plupart des pèlerins font, heu, on achète, ce qu'ils appellent en Europe, ils appellent ça un sac à viande. C'est comme un sac de couchage, mais c'est très, très léger. C'est comme un drap cousu. Puis en anglais, ils appellent ça des liners. Donc, c'est comme un drap qu'on rentre dedans, puis, vous avez une couverture, chaude qui est, fournie. Puis les serviettes, ils fournissent pas de serviettes, donc à moins que ce soit dans un hôtel, mais, je vous conseille d'acheter une serviette qui sèche vite. Si vous allez dans les, comme Decathlon, vous pouvez acheter une serviette, format c'est tout petit là, c'est tout petit, puis ça sèche vite. Faut avoir des choses qui sèchent vite, vêtements qui sèchent vite, serviettes qui sèchent vite. Mmh. Voilà. Puis Gisèle, demande donc, nos valises sont-elles livrées d'un gîte à l'autre? Il y a pas de valise. Un voyage en sac à dos. C'est un voyage en sac à dos. Donc, si vous avez pas un sac à dos, empruntez un sac à dos de quelqu'un que vous aimez beaucoup.
puis qui vous aime beaucoup. Puis non, c'est un sac à dos. Sac à dos de je dirais le minimum, c'est pas mal 30 litres, entre 30 et 38 litres. Puis on transporte notre sac nous-mêmes, donc on met le moins possible. Je vais te donner des conseils là-dessus. Oui, c'est ça. De toute façon, toutes les C'est informations qui concernent les bagages ou les choses comme ça, c'est vraiment on va vous donner tous les détails, comme on l'avait dit tantôt, à la rencontre, pré-départ. Puis vous aurez même un document, avec la liste des choses à emmener. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces informations-là. Et donc, je m'apprête à boucler. Donc, je réponds à une toute dernière question qui est celle de Michel. Donc, elle demande, elle dit: «Il y a donc jamais de pluie au Portugal en mai?» heu, ça arrive. On a connu la pluie en mai dernier. On a eu quelques jours de pluie, donc dans notre bagage, on amène, un poncho qui nous couvre et couvre le sac en même temps. Puis, non, ça peut arriver qu'il y ait de la pluie. Mais, la première fois que je l'ai fait au Portugal, on a eu 0 goutte de pluie. Puis la dernière fois, on a eu un peu de pluie. Mmh. Mais on ne sait jamais, mère nature, mais on se prépare. Au fait, il y a pas de mauvaise température, il y a que des mauvais vêtements. Mmh. Très bien Donc si on dit. est bien préparé, marcher sous la pluie a son charme. Surtout dans les forêts d'eucalyptus, je le souhaite presque parce que ça fait ressortir l'odeur de l'eucalyptus. C'est Waouh! moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est ça, ça peut arriver. Magnifique. Alors merci beaucoup, à toutes les personnes qui ont posé des questions, et merci à Sylvie pour, la présentation. Merci d'avoir pris le temps de nous parler tout en détail et d'avoir tout répondu, aux questions.